Zendo sans mur, là où la voie du zen se partage. Bonjour. Dans le précédent podcast, nous avons débuté la rencontre que j'ai eue avec Denis Founi, qui nous parle de son parcours zen et aussi de sa manière de vivre le zen au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons sur cette lancée et sans plus attendre, je vous laisse écouter la suite. On peut dire d'une certaine manière que le zen est révolutionnaire parce qu'on est dans une société de la planification. Tout est contrôle et le zen, d'après ce que tu m'expliques, c'est justement nous dire, attendez, en fait c'est pas si simple. Vous avez le droit de planifier, mais vous n'êtes pas forcément dans le chemin de la réalité. C'est ça, en fait, on construit des mondes. Si là je me mets à penser à l'interaction que j'ai eue avec le garçon de café, et je me mets à y penser, en fait je suis en train de construire un monde qui n'existe pas. Il y a eu un moment d'interaction, il y a eu échange vivant entre nous, et c'est terminé, et ça ne se reproduira jamais. Le fait donc de planifier, c'est une marque de l'anticipation, justement pour répondre très probablement aux codes sociaux, parce que il faut faire des bonnes études pour avoir un bon métier, pour pouvoir fonder une belle famille et pouvoir partir en vacances et avoir une bonne retraite et avoir un cercueil en acajou parce que l'acajou est imputrescible. Mais bon voilà, le zen dit la vie elle est dans l'instant. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas planifier un minimum de choses, mais surtout ne pas s'y accrocher. C'est-à-dire rester dans cette flexibilité dans laquelle les événements de la vie sont reçus au moment où ils se présentent et peuvent déterminer de nouvelles orientations. Donc c'est plutôt un positionnement d'ouverture. On accueille ce que la vie nous offre au moment où elle nous l'offre, que ce soit une chose positive comme une chose négative. Tu viens de dire qu'on accueille une bonne chose comme une mauvaise, mais le premier vers du Shinjinmei, qui est un texte ancien et fondateur du Zen, dit « Pratiquer la voie n'est pas difficile, mais il ne faut ni amour ni haine, ni choix ni rejet ». C'est-à-dire que dans la pratique du Zen, on ne qualifie plus. On observe, on expérimente, on vit ce qui se présente. Et la racine, on pourrait dire, de notre incarnation, des vies successives qu'on pourrait avoir, enfin des renaissances successives, parce qu'il n'y a pas de réincarnation dans le bouddhisme, sont liées à ce qu'on appelle les trois poisons. Les trois poisons sont l'ignorance de notre véritable nature, et l'avidité et la haine. C'est-à-dire que l'avidité fait qu'on veut absolument se saisir de ce qui nous plaît, et la haine fait qu'on veut absolument mettre à distance ce qui ne nous plaît pas. Le zen nous dit, prends les deux, embrasse les contradictions. Quand on se trouve confronté à une souffrance, nous avons un système de défense psychologique qui, à la base, nous permet d'éviter de trop la sentir. C'est-à-dire que le cerveau se met en marche et va trouver des substituts à ce qui est en train de se passer. Et quand on est dans le cerveau, dans la pensée, on n'est pas dans le corps. C'est-à-dire qu'on ne ressent pas dans le corps la souffrance. Et donc la difficulté majeure dans le zen, c'est d'accepter de sentir dans son corps cette souffrance pour qu'elle nous traverse. On pourrait dire que c'est beaucoup plus intense, mais à force de laisser passer aussi, les choses s'éclairent, on devient moins réactif. Évidemment, on se rend compte qu'on a une espèce d'espace au sein duquel ces choses-là apparaissent et disparaissent. Et je me souviens d'un livre de Chogyam Trungpa, qui était un maître bouddhiste, mais plutôt tendance tibétaine, je crois, qui disait « La méditation, c'est ouvrir un espace dans lequel nos névroses peuvent apparaître et se dissoudre. Quelque chose m'arrive que je ne veux pas. Je dois être disponible à mon refus. C'est-à-dire que je ne dois pas chercher à modifier mon refus et à le transformer en acceptation. Je dois juste être disponible au fait que cette chose-là, qui m'arrive à ce moment-là, je ne l'accepte pas. Voilà, je la refuse totalement. Et à partir de ce moment-là, le travail se fait, mais il se fait à un autre niveau, en fait, que celui qui serait de dire, la direction, c'est d'accepter. Non, il n'y a pas de direction. La direction, elle va se déterminer toute seule en laissant passer à l'intérieur ce qui nous arrive. Alors ça me fait penser à une phrase d'un auteur polonais que j'aime beaucoup qui s'appelle Witold Gombrowicz. Il dit cette phrase
il y a quelque chose dans la conscience qui en fait un piège pour elle-même. Il explique, pour donner l'exemple, que quand on est dans une soirée avec des amis, et puis il y a un cendrier qui est posé sur la table, personne ne fume. Bon. Et puis il dit, à ce moment-là, dans le cours de la discussion, mon regard s'attarde sur le cendrier, et puis on continue la discussion. Il dit, sauf qu'à cet endroit, il y a un piège. C'est que si j'ai regardé ce cendrier, et que je me suis posé la question, pourquoi il y a un cendrier alors que personne ne fume ? Ou, tiens, personne ne fume. Il dit à ce moment-là, mon esprit en fait une source d'intérêt. Et donc il va s'interroger sur la forme du cendrier, sur pourquoi il est là, pourquoi il a été placé à cet endroit sur la table plutôt que de l'autre côté, etc., etc. Effectivement, là où va notre attention, là va notre énergie. Et de la même manière, ce que tu viens de décrire, c'est un chemin très mental. C'est-à-dire que je perçois qu'il y a un cendrier à cet endroit-là, et puis mon cerveau a besoin de donner du sens, donc il dit mais comment se fait-il, puisque personne ne fume, pourquoi y a-t-il ce cendrier, et pourquoi à cet endroit-là, et ainsi de suite. Et tout ça c'est un chemin du cerveau. La pratique du zen à ce moment-là consisterait à revenir à soi et à se rendre compte du processus qui est en train de se dérouler et d'observer la pensée et de la laisser disparaître. Dire tiens, je me rends compte que je suis en train de penser, il y a tout ça, ok, je reviens par exemple au corps, à la respiration, et la pensée disparaît, et elle s'évanouit, sans qu'on lui ait donné plus de substance. Et donc aujourd'hui, toi, dans ta vie quotidienne, ça, tu l'as complètement intégré. C'est-à-dire que tu essayes d'avoir cette phase d'observation de toi-même qui te permet de mettre à distance les éléments, critiques qui se présentent en toi. Je suis par ailleurs formateur en énéagramme, donc l'énéagramme c'est une structure de personnalité qui est assez profonde puisque on dit qu'elle s'établit entre 0 et 6 ans chez l'individu. Donc c'est aussi un moyen pour moi d'observer les processus qui se déroulent à l'intérieur. Mais je suis absolument horrifié par ce que Gurdjieff aurait appelé l'horrible machine de notre personnalité, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, ça va plus vite que moi. Voilà, et c'est ça que je trouve, quand je dis horrifiant, c'est quelque chose de fascinant dans la rapidité avec laquelle notre système s'identifie en amont de nous-mêmes. Et d'ailleurs, je crois que c'est un thème que tu as traité récemment avec les 5 agrégats. Bon, aujourd'hui, les neurosciences sont très claires, et moi je les mets en parallèle avec l'énéagramme, les schémas en l'occurrence. C'est qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte qu'en fait, notre cerveau fonctionne en grande partie en mode prédictif. C'est-à-dire que la quantité d'informations disponibles dans le monde est trop importante pour que notre cerveau puisse la traiter. Et donc, on se trouve confronté en permanence à ce qu'on appelle des ambiguïtés. Une ambiguïté, c'est deux directions que pourrait prendre une chose. Donc, il y a un cendrier ici, c'est donc qu'il y a des personnes qui doivent fumer, c'est réduire l'ambiguïté, c'est la stabiliser, c'est lui donner une direction particulière. Mais ça pourrait être simplement un objet décoratif. En fait, la présence du cendrier sur la table est une information en elle-même qui est ambiguë parce qu'on ne sait pas pourquoi ce cendrier est là, à quoi il va potentiellement servir. Mais notre cerveau a besoin de stabiliser cette ambiguïté. Pourquoi ? Parce que l'ambiguïté consomme énormément d'énergie et que notre cerveau travaille à nous maintenir en vie. Il ne travaille pas à nous donner la vérité, il travaille à nous maintenir en vie. Et à partir de ce moment-là, on a mesuré que nous avons tout un tas de schémas qui sortent en amont de nous-mêmes, c'est-à-dire que le schéma se stabilise, il apparaît à la conscience, et ensuite notre mental nous aide à justifier. Tiens, j'ai choisi ci parce que ci, parce que ci, parce que ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Le choix s'est fait en amont, et il s'est juste présenté à notre conscience, et on a dit « Ok ». Donc le zen ramène quelque part notre capacité d'observation à cet instant d'ambiguïté, jusqu'à un moment où on voit, en fait, on pourrait dire, on voit le processus naître ou apparaître. Un maître de la non-dualité qui s'appelle Éric Barret, que j'aime beaucoup, qui dit ça, il dit si vous avez envie d'arrêter de fumer, surtout ne vous mettez pas la contrainte de devoir arrêter de fumer à telle date. Il dit observez le moment où vous ne pouvez pas vous empêcher de prendre une cigarette. La première fois, vous allez prendre votre cigarette, vous serez en train de la fumer, vous allez dire ah, je me rends compte que j'ai pas pu m'empêcher de la prendre. Puis la fois d'après,
Vous allez vous rendre compte au moment où vous l'allumez, puis la fois d'après, au moment où vous sortez le paquet de votre poche, jusqu'au moment où ça vous quittera ou pas. Mais voilà, c'est ce travail-là, le travail du zen en fait. D'accord. C'est de remonter. Notre personnalité, en fait, nous sert à quoi? Elle nous sert à survivre. Voilà, donc c'est très utile. Mais en même temps, il y a tout un tas de schémas aujourd'hui qui nous guident sans qu'on s'en rende compte. Le zen invite à prendre conscience de ces schémas qui se déroulent et à arrêter de les suivre. Et donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'une voie de la grande liberté, parce que c'est une voie dans laquelle, effectivement, on va à un moment arrêter de nourrir ces schémas, parce qu'ils vont surgir, mais on ne va plus leur donner corps. On va se mettre à penser, par exemple dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure, je me suis fait mal au pied, ainsi de suite, puis à un moment on va dire, ah mais je reviens à mon corps, qu'est-ce qui est utile de faire maintenant? Me soigner. Okay, je me soigne. Est-ce que je peux m'entraîner? Non. Ok, c'est une donnée qui est incontournable, donc qu'est-ce que je peux faire? Il y a une histoire dans le zen, qui est un moine qui va voir le maître et qui lui dit, maître, qu'est-ce qu'est la voie? L'autre lui dit, tu as fini de déjeuner? Oui. Bah alors va laver ton bol. Par rapport à tout ça, est-ce qu'on pourrait dire, attention, je vais peut-être lâcher une bombe, mais le zen, c'est une voie de développement personnel, en fait. Ah, j'aime bien la notion de développement personnel. Moi, je dirais, et en ça, je suis un adepte d'un conférencier qui est une personne qui a beaucoup cheminé, qui s'appelle Grégory Mutombo, qui parle, lui, de la voie du dépouillement personnel. Donc moi, je suis plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire que, en fait, des choses nous quittent, les choses non essentielles nous quittent, et c'est plutôt un dépouillement, plutôt que d'être dans une idée de développement dans laquelle on se dirait aujourd'hui, par exemple, j'ai pas confiance en moi, donc je vais faire tout un travail pour acquérir la confiance en moi. Non, on va voir dans le zen plutôt, on va reconnaître qu'on n'a pas confiance en soi, et puis on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a véritablement un moi stabilisé à qui il n'aurait pas confiance en lui? Voilà, et on va laisser cette chose rester avec nous ou nous quitter, mais on va quitter nos préoccupations par rapport à elle. Voilà. Donc c'est plutôt une voie du dépouillement à mon sens. Quel enseignement du zen te paraît le plus fondamental, ou qu'est-ce qui, toi, te guide le plus Alors on pourrait dire qu'il y en a beaucoup, mais il y a quelques petites phrases comme lorsque l'esprit ne se fixe sur rien, le véritable esprit apparaît. Mais moi, il y a une histoire qui me fascine ces derniers temps. C'est l'histoire d'Enno, le 6e patriarche chinois, qui était en fait interdit d'aller dans le temple et qui était simple cuisinier illettré. Donc il ne pratiquait pas zazen. Voilà. Et Konin, qui était donc le responsable du temple, sent que le moment de la transmission est arrivé et qu'il va falloir qu'il transmette le dharma, c'est-à-dire la loi cosmique, on pourrait dire, l'enseignement, à un des moines. Il les invite à rédiger un poème et leur annonce que celui qui rédigera le poème qui exprime le mieux la voix recevra la transmission. Et tous les moines étaient convaincus que Jinshu, qui était le Shuso temple, c'est-à-dire le responsable des moines, allait, par son érudition, sa connaissance du zen, sa pratique, allait remporter facilement l'affaire. Et donc Jinshu écrit un poème. Le corps est l'arbre de l'éveil. L'esprit est comme un miroir brillant. Il faut constamment l'essuyer et ne pas laisser la poussière s'y déposer. Et tous les moines lisent le poème, ils disent « Oh, bon, bah voilà, ce qu'on avait dit, c'est sûr ». Et puis, Enno, qui est donc tranquillement en cuisine en train de trier les grains de riz, voit qu'il y a une ferveur qui se déroule dans le temple, et il dit « Mais que se passe-t-il » On lui explique l'histoire, et on lui parle du poème de Jinshu. Il dit bah, « Lisez-moi ce poème ». On lui lit le poème, il dit « Mais pas du tout ». L'éveil n'a pas d'arbre. Le miroir n'a pas de support. Fondamentalement, il n'y a rien. Où la poussière pourrait-elle se déposer ? Et là, les moines sont assez stupéfaits. L'information arrive à Konin, le maître,
qui convoque Eno dans la nuit, et qui lui dit « Tiens, je te remets les symboles de la transmission, donc le kessa, le bol et je ne sais plus quoi. » Et qui lui dit « Mais par contre, sauve-toi, parce qu'ils vont te courir après, ils vont chercher à te faire la peau. » Donc Eno s'enfuit, et il est poursuivi par un général qui veut absolument récupérer son kessa, c'est-à-dire sa robe de moine. Et Eno, qui voit qu'il est rattrapé, s'arrête, pose son kessa et dit au général « Vas-y, prends-le. » Et le général vient pour prendre ce kessa et il n'arrive pas à le soulever. Je crois que le général lui demande « Mais quel est l'enseignement derrière tout ça ?» Et Eno lui dit « De toute façon, ce n'est pas important pour l'histoire. » Et à ce moment-là, le général a l'éveil. Pour moi, cette histoire-là, elle est fascinante parce qu'elle raconte tellement de choses. D'abord, quelqu'un à qui on interdit la pratique peut faire zazen, même s'il ne fait pas zazen. Donc ça, c'est déjà un premier koan, c'est un premier énigme. La deuxième, c'est qu'on est parmi des gens, a priori de bonne volonté, de bonne composition, et le maître lui dit « Sauve-toi, parce qu'ils vont essayer de te faire la peau », ce qui est quand même relativement paradoxal et on pourrait dire confrontant. Oui. Et ensuite, il y a l'histoire de ce général qui, pour moi, manifeste celui qui a été un ancien général, celui qui a été manifestement en guerre toute sa vie, qui est quelqu'un de costaud, de déterminé, qui veut absolument saisir quelque chose et qui se rend compte qu'il n'y arrive pas et qui est donc probablement dans un désespoir immense. Et c'est une fois aux prises avec ce désespoir immense et confronté à son impuissance de pouvoir saisir ce qu'il veut saisir, que l'éveil lui arrive. Et donc je trouve cette histoire absolument extraordinaire. C'est une source de méditation, on pourrait dire, régulière. Et maintenant, je la tourne, du coup, cette histoire dans quelle est cette part de nous-mêmes qui sait déjà, qui est déjà éveillée, en fait. Voilà. Quelle est cette part de nous-mêmes qui cherche à écrire le beau poème qui va plaire à tout le monde? Quelle est cette part de nous-mêmes qui agit avec des commandements, comme un général, qui cherche quelque part peut-être à tuer notre nature véritable, qui elle sait de tout temps. Voilà, donc voilà comment je chemine avec cette histoire. C'est une très belle histoire, c'est ma préférée en fait. Et moi, il y a encore un aspect. Alors, on a plusieurs histoires, plusieurs versions. Dans une des versions, donc Zhenchu écrit son poème, le maître passe, le lit, et les disciples sont autour à attendre. Ils disent alors, et il dit, c'est bien, mais il n'a pas encore atteint l'éveil. Et on lui dit, qu'est-ce qu'on fait? On efface alors? Et il dit, non, laissez-le, parce que ce poème, si certaines personnes le suivent, eh bien, elles ne s'égareront pas pour autant, elles continueront à progresser. Et il s'en va. Et moi, je trouve que cette phrase, cette partie de l'histoire, elle est particulièrement intéressante parce qu'elle rappelle aussi que l'enseignement n'est pas le même pour tous et que c'est pas parce que c'est pas le truc idéal pour le maître que ça ne signifie pas il comprend que en fait c'est accessible à d'autres sensibilités qui vont pouvoir progresser et qui vont continuer à avancer dans la voie. Donc il y a bien cette nuance dans l'enseignement qui n'est pas monolithique et qui est bien offerte à tous sous différentes formes. De mémoire même, si je ne dis pas une bêtise, ça a été ce qu'on a appelé la distinction entre la voie directe, la voie subitiste et la voie progressive. C'est ça. Disant, Eno c'est la voie directe, et puis Zhenchu c'est la voie progressive. Mais Philippe, notre maître, nous dit il n'y a pas de voie directe et il n'y a pas de voie progressive. Oui, il y a une voie directe, c'est quand l'éveil nous tombe dessus, si on peut le reconnaître et le savoir. Et la voie progressive, c'est d'être au dojo tous les matins. Donc voilà. Encore une fois, c'est notre besoin qui a besoin de dire mais là, la voie directe, donc comme c'est instantané, c'est la plus forte, c'est l'éveil tout de suite, c'est ça que je dois choper. Ça y est, on est pris dans les pensées dans lesquelles on pense qu'il y a un but à atteindre particulier et qu'on connaît la route ou qu'on va suivre la route d'un autre
qui va nous permettre d'y arriver, et en dénaissant du coup la voie progressive dont tu parles, et qui est une pratique réaffirmée, réactualisée en permanence. Tu as expliqué que tu dirigeais des zazen, donc ça veut dire que tu es Godo. Et le Godo, c'est celui qui enseigne, en tout cas pendant les zazen. Et tu diriges aussi des séchines. Comment tu perçois cette transmission aujourd'hui par rapport aux pratiquants, par rapport à notre monde contemporain? Pour moi, la transmission, c'est livrer aux pratiquants qui sont là où j'en suis moi de ma compréhension de tel ou tel texte. J'aime beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de beaux enseignements qui se déclinent pas concrètement chez les pratiquants. Et moi j'aime beaucoup une histoire qui illustre ça. Je fais souvent référence à Philippe, mon maître, parce que c'est un enseignement qu'il nous donne en même temps. Un jour, il arrive au dojo de Paris et son kessa avait disparu. Et donc je lui propose d'aller lui donner un autre kessa. Il me dit non, il s'assied. Et puis au bout de quelques instants, il commence à enseigner en disant mais on m'a piqué mon kessa, il y a 2 mois c'était mes sandales, 3 mois avant c'était mon bol, je suis complètement en sanran. Sanran, ça veut dire les pensées qui s'enchaînent, je suis en colère. Et puis je me rappelle quand Deshimaru, à une séchine à Val d'Isère, on lui avait piqué son zafu qui lui venait de son maître de Kodo Sawaki. Nous, on lui a remplacé son zafu, il n'a pas dit un mot. J'aimerais bien être comme le maître, mais j'y arrive pas. Ça, pour moi, c'est un enseignement, c'est-à-dire que il y a un gros risque dans la posture d'enseignant de vouloir ou de pouvoir créer une sorte d'image de gourou qui soit quelqu'un de parfait, d'accompli, ainsi de suite. Nous sommes des humains, les maîtres restent des humains, ils ont leur part d'ombre, ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs difficultés, et la voie du zen, c'est accueillir ça chez nous, parce que on a des capacités, il y en a d'autres qu'on n'a pas, et ce que le Bouddha nous demande, quelque part, si on peut dire ça comme ça, c'est d'être pleinement nous-mêmes. Être disciple, c'est aussi, à un moment, peut-être faire la démarche de se dire, tiens, il y a quelqu'un là que je vais suivre, et comme disait Philippe, encore une fois, et c'est par rapport à la notion de gourou qu'on mettrait un peu sur un piédestal, il dit on ne suit pas un maître, on suit ce que le maître suit. Voilà. C'est-à-dire on suit la même direction. Ah oui. Mais on ne suit pas quelqu'un, en fait. Et ça, c'est très important, parce que sinon, il y a une tentative de placer le maître à un niveau au-dessus, c'est-à-dire de mettre quelque chose de hiérarchique, et puis ça peut entraîner des formes d'adoration ou de détestation d'ailleurs, pensant que parce que c'est un maître, par exemple, il ne doit pas se mettre en colère, ou je ne sais pas, bon, peu importe. Mais voilà, donc on suit la même direction que le maître. Lui aussi, il a ses embûches, lui aussi, il a ses difficultés. Ce qu'il y a, c'est qu'il est, je pourrais dire, censé, d'une certaine manière, avoir déjà passé un certain nombre d'embûches auxquelles nous trouvons confrontés, et de pouvoir à ce moment-là, quand on s'en ouvre à lui, nous ouvrir comme une porte pour nous inviter à visiter un nouveau territoire ou une nouvelle façon de considérer ou de vivre les choses. Voilà, alors évidemment, c'est le maître, donc il y a des décisions qu'il peut prendre qui influencent toute la Sangha et qui sont, de mon point de vue, justifié par sa pratique, sa longue pratique, puisqu'il a plus de 50 ans de pratique. Quand est-ce que tu es devenu un maître ? Et il me dit, quand les gens ont commencé à m'appeler maître, je suppose. Voilà, donc il y a vraiment cette dimension-là qui est vraiment pas une dimension hiérarchique dans laquelle le maître saurait. Il sait pas, le Bouddha le disait, ne crois à rien de ce que je vous dis, expérimentez-le. Et le maître va nous inviter à expérimenter, il ne va pas dire « moi je sais et je vais t'expliquer comment tu dois faire ». Est-ce que tu peux nous dire s'il serait possible de se libérer de la souffrance ? Fondamentalement, je ne crois pas. Il y a une sorte de souffrance liée à la condition humaine. Et j'aime bien, pour expliciter ça, faire référence parfois au christianisme. C'est qu'il y a en nous une part, on pourrait dire, vierge, immaculée, qui est absolument non souillable, non perturbée, tout ce qu'on veut.
et on a une part humaine qui cherche à survivre. Et donc, faire l'expérimentation corporelle de la limitation, de l'impossibilité, de la finitude, c'est une souffrance qui, à mon sens, n'est pas dépassable. Et j'ai même entendu Philippe dire, et c'est quelque chose qui me travaille, parce que je n'ai pas la réponse, de dire il est même important de conserver cette souffrance primordiale, on pourrait dire, d'être. Et je crois, et ça me vient là en même temps que j'en parle, je crois que c'est peut-être ça qui serait le fondement de la compassion. C'est de se souvenir que chaque être qu'on croise vit cette souffrance-là. Il en vit d'autres aussi, des souffrances de la vie de tous les jours, mais il vit cette souffrance-là, et c'est à cet endroit-là peut-être qu'on peut l'accueillir, et c'est à cet endroit-là aussi qu'on peut peut-être le regarder, et peut-être que ce nouveau regard pourra l'alléger des souffrances qu'il rencontre dans son existence quotidienne. Ouais, je dirais ça. C'est très beau ce que tu dis. Je suis pleinement en accord avec toi, si ce n'est sur un point, c'est que la notion de vacuité, pour moi, c'est justement le dépassement de cette finitude. Le dépassement, non pas en fait qu'on devienne immortel, ou c'est le dépassement parce qu'on sort justement de cette catégorie de la finitude pour se rendre compte que c'est une finitude par rapport à d'autres choses. Et que ce par rapport à d'autres choses, ça s'applique tellement à tout qu'après on peut prendre conscience qu'on est un des éléments nombreux qui forment cet univers, et que tous ces éléments qui sont impermanents peuvent disparaître, et on sait qu'on va disparaître, mais qu'on va se poursuivre d'une autre manière. Si notre cercueil n'est pas en acajou, eh bien, il y aura des vers peut-être qui viendront manger le bois et qui continueront, et puis ça fera du compost pour faire des plantes, et puis la vie se régénère et ça repart, même si ce n'est pas des formes telles qu'on en aurait la conscience. Mais pour moi, du coup, cette souffrance, on peut peut-être avoir un espoir de la dépasser et de s'en libérer si on accepte ça. Oui, non, alors, non, moi, ça trouve que c'est une vision trop idéaliste, trop intellectuelle. Non, c'est une vision qui est trop, pour moi, absolutiste. Dans le sens où, moi, ça me fait penser à cette image qui existe dans laquelle on peut voir soit une femme avec un visage jeune, soit une femme avec un visage de vieille femme. Et en fait, on ne peut pas voir les deux en même temps. C'est-à-dire, quand on voit le visage de la jeune femme, on ne voit pas celui de la vieille femme, et quand on voit celui de la vieille femme, on ne voit pas celui de la jeune. Et en fait, je pense que ce que tu décris, ce sont des niveaux d'être ou des niveaux d'existence qui existent simultanément, mais on ne peut en percevoir qu'un à la fois. Et effectivement, il y a des allers-retours, c'est-à-dire que dans la pratique, il y a des moments qui sont des moments on pourrait dire de vacuité, dans lesquels, là, évidemment, la naissance, la mort n'existe pas. C'est d'ailleurs ce qu'on chante tous les matins, l'Anya Shingyo. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de cessation de la souffrance. Mais il y a toujours un retour à notre personnalité, et c'est à ce niveau-là que la souffrance est vécue. Et moi, j'ai longtemps cru qu'il y avait un état d'éveil qui était celui où, justement, on était en permanence dans cette vacuité. Et ça, je crois que c'est pas possible. Et donc, pour moi, on est un peu dans la thématique aussi de ce qu'on pourrait appeler la décohérence en physique quantique. Hein, on pourrait prendre... Alors, c'est peut-être pas la décohérence, j'ai peut-être dit une bêtise, mais on pourrait prendre l'exemple du chat de Schrödinger. Hein, ce chat qui est dans une boîte, il y a un dispositif de mise à feu, la boîte est fermée, et pour la physique quantique, le chat est à la fois vivant et il est à la fois mort. Puis quand on ouvre la boîte, soit il est vivant, soit il est mort. Nous, dans le zen, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire on est un peu dans la boîte qui est fermée, et on est à la fois vivant et on est à la fois mort. Il y a les deux qui coexistent en permanence, mais dès que notre attention se fixe et fige,
eh bien, il n'y a plus qu'une seule des deux réalités qui existent. Alors effectivement, l'enseignement peut aussi consister à se rappeler, quand on est à cet instant-là dans la souffrance parce qu'on vient de perdre quelque chose, par exemple, eh bien que c'est la nature du Bouddha qui se manifeste à nous. Il n'empêche que c'est bien la souffrance qui nous rappelle à cette réalité. Et je terminerai sur ce point-là avec une séchine à laquelle j'ai participé récemment, qui était dirigée par Madi Parisio, une des disciples de Philippe qui a reçu la transmission, et qui nous a commenté un poème écrit par des nonnes zen de l'époque chinoise, et qui était bien maltraité et bien mis à l'écart. Le texte était « Ne vois-tu pas que les souffrances ne sont rien d'autre que la sagesse ?» Voilà. Et en fait, la souffrance, c'est ce qui nous rappelle un moment à l'impermanence, et c'est en même temps la sagesse quand on ne se fixe pas dessus et qu'on ne l'accroche pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. C'était très intéressant. Merci de m'avoir invité, Romain. J'étais ravi vraiment de parler. C'était très sympathique. Et si ça peut amener une ou deux personnes à se rendre dans un dojo pour essayer l'assise, eh bien, qu'ils soient les bienvenus. Et alors, ton dojo se situe où exactement ? Il est 3 rues nationales à Boulogne-Billancourt. Voilà, donc il y a un site, c'est Méditation Zen Boulogne. Et puis sinon, je vous invite à venir partager des zazen avec Philippe Coupet, mon maître, dont le dojo est situé 21 rue des Malmaisons dans le 13e arrondissement à Paris. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur un site qui s'appelle Sen, comme le fleuve, Zen, tout simplement. Et il y a également le site de la Sangha qui s'appelle Zen Road, qui est le site de la Sangha sans demeure, qui est celle que Philippe dirige. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez trouvé cette rencontre intéressante. Je vous remercie très sincèrement pour votre écoute et je remercie évidemment Denis Founi d'avoir bien voulu se prêter à cet exercice particulièrement intense de discuter du zen sans préparation, puisqu'il a préféré le faire sans préparation. N'hésitez pas à me contacter par email à zendosansmur@gmail.com ou par message via la page Facebook ou le compte Instagram pour me proposer des thèmes qui vous intéressent. Prochainement, nous aurons encore des rencontres. N'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à la newsletter pour être informé évidemment des nouveaux épisodes. Et continuez surtout à parler du podcast autour de vous parce que cela permet de rendre le zen plus accessible et de montrer qu'il a toujours un caractère qui est actuel et vivant dans notre monde contemporain. À bientôt!